Bonsoir à toutes et à tous de la part de toute l'équipe de l'Institut français des Thessaloniques. Mais malgré les contextes sanitaires actuels, nous avons quand même essayé de célébrer, de fêter la francophonie cette année avec un programme exclusivement en ligne. Ainsi, tout au long du mois de mars de la francophonie, nous vous proposons des événements grand public et nous espérons que vous allez nous joindre à vous pour un vif échange fructueux et enrichissant. La rencontre de ce soir, vous pouvez la suivre en direct via notre page Facebook, uniquement en français, et via Zoom sur les liens que vous pouvez trouver sur notre site. Et là, dans ces cas-là, vous pouvez toujours choisir soit le français, soit le grec. Ce soir, nous avons la joie de présenter Katerina Apostolopoulou, une autrice, poétesse, traductrice francophone, grecque, vivant à Paris. Son premier recueil poétique bilingue, J'ai vu Sisyphe, publié aux éditions Bruno Doucet, a reçu le prix de la pépite fiction ado du Salon du Livre et de la presse jeunesse de Saint-Saint-Denis, un prix spécial qui a été attribué par des jeunes jurys de 7 à 17 ans. J'espère, Katerina, qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous ce soir pour parler de vive voix de ton livre, de ta langue, de ta francophonie. Merci vraiment d'être là. C'est moi qui vous remercie. Merci pour l'invitation. Et nous tenons aussi à remercier Bruno Doucet, romancier, poète, éditeur de poètes, pour sa présence avec nous ce soir. C'est un grand plaisir de vous accueillir, même via Zoom et via ce format. On espère vivement de se retrouver en live ici à Thessalonique et de vous accueillir chez nous. Et Bruno Doucet, vous avez fondé en 2010 une maison d'édition vouée à la défense des poésies du monde entier. Et votre maison d'édition a pris une place essentielle dans le paysage éditorial de la poésie contemporaine. Parmi vos écrits, je cite Ceux qui se taisent, Quand on a quel amour, S'il existe un pays, et beaucoup de récits, dont L'aventurier du désert. Et très récemment, en janvier 2021, voilà ici votre dernier roman sur un des grands poètes nationaux, Yannis Ritsos, et La Grèce des colonels. J'espère vraiment avoir l'occasion de vous écouter en parler un peu de cette histoire, de ce qui vous a inspiré et de la Grèce en général pour vous. Merci beaucoup. C'est une joie et un honneur d'être avec vous ce soir. Merci. À mes côtés, afin d'animer la soirée, Madame Sandrine Mouchet, consul générale de France et directrice de l'Institut français des Thessaloniques. Et en raison des mesures sanitaires et du respect de la distanciation, nous avons avec nous nos trois collègues, Tim Hierokostas, qui est à nos côtés pour gérer les questions sur Facebook, Fanny Fénérol, aussi pour nous aider sur les questions qui arriveront par le public, et Danae Ioakimidis, qui se trouve aussi en coulisses pour assurer la traduction en grec. Donc, merci à tous nos collègues d'être avec nous ce soir. On commence tout de suite et je donne la parole à Madame la Consul Générale pour lancer les débats. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On est très heureux de cette rencontre en ligne autour de vos beaux textes, autour de ce beau texte de Katerina Apostolopoulou, qui est un magnifique texte en deux langues, justement. Donc, vous avez choisi d'écrire dans ces deux langues. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça, la démarche? Est-ce qu'il s'agit de toucher deux publics? Est-ce qu'il s'agit de vous faire plaisir dans les deux langues aussi, j'imagine? Est-ce que vous pouvez un peu raconter la démarche? Bien sûr. D'abord, ce qui est important à dire, c'est que dans ce recueil, il n'y a pas de langue de départ et de langue d'arrivée. Ces poèmes n'ont pas été écrits dans une langue pour être traduits dans l'autre. Et ça, c'était une occasion que Bruno Doucet m'a donnée, qui m'a proposé lui-même de faire une édition bilingue, et que je crois que moi, j'avais en tête au début d'écrire ces histoires en français uniquement. Parce que comme il s'agit des histoires très grecques, je trouvais que la langue française me donnait la distance nécessaire pour pouvoir les raconter. Et que ça me permettait justement de prendre du recul et de ne pas entrer trop fort dans ces histoires. Et de pas, peut-être c'était une peur aussi de m'engager trop fort et de faire trop revivre ce personnage que je connaissais trop bien depuis toujours. Et finalement, grâce à cette proposition, le travail a été complètement différent parce que les deux poèmes s'écrivaient en parallèle dans les deux langues,
Et à chaque fois, le grec soutenait le français et le contraire. À chaque fois qu'il y avait un empêchement, la deuxième langue venait donner un coup de main, me donner plus de distance ou plus de proximité. Et finalement, c'était une expérience que je n'avais jamais faite, d'écrire comme ça, en parallèle. Et c'était très jouissif parce que je ne savais plus à quel moment je traduisais, à quel moment j'inventais, tout se mélangeait, tout se mêlait. Et les deux poèmes, les vers venaient tout seuls, dans une langue ou dans l'autre. Et j'ai pu rêver dans les deux langues ces trois histoires. Et ça, c'était très agréable et très enrichissant. Et j'avoue que c'est quelque chose que je voudrais continuer à faire, de pouvoir partager ce que j'ai envie d'écrire avec un public grec et un public français. Merci. Oui. Vous êtes vraiment privilégiée car vous êtes donc l'autrice et la traductrice alors de cet ouvrage. Et ça rentre bien sûr dans le champ de l'autotraduction, de la dialectique entre auteurs-traducteurs. Et donc, comme vous venez de dire, donc vous ne saviez pas quelle était la langue du départ alors. Exactement. Et être quand même le traducteur de ses propres textes, c'est très libérateur parce que tu peux prendre toutes les libertés que tu veux. Tu ne culpabilises jamais des choix que tu fais. Tu n'as pas de problème si finalement tu abîmes un peu ton texte. Tu es le seul responsable. Et c'est un rapport d'amitié aussi et de soutien, de dire, ah quand même, on peut améliorer le texte du départ en faisant une meilleure traduction et du coup, la traduction va influencer le texte du départ. C'est très jouissif parce qu'on se sent un peu séparé de soi-même et en même temps très solidaire de soi-même et de son propre texte. Et ce qui est étonnant, ce que je vois de plus en plus j'avance dans l'écriture, c'est qu'il y a des endroits auxquels j'ai accès seulement dans une langue pour l'instant. Ça peut être le grec ou le français. Et cette histoire de traduction ou d'autres traductions me permet de les visiter avec une autre langue. Il y a des endroits que j'ai construits ou que j'ai créés en moi en arrivant en France. Des choses, des idées, des pensées, des concepts auxquels je n'avais jamais pensé en étant en Grèce. Donc maintenant, avec cette histoire d'autotraduction, avec cette tentative, je commence à occuper ces endroits étrangers pour l'instant, pour ma langue grecque, en grec aussi, et le contraire. Et ça, c'est passionnant. Est-ce que vous pourriez nous donner un extrait de vos poèmes en deux langues pour prendre une idée de cette belle écriture qui vient de vous? Bien sûr. Pour commencer, j'avais choisi un extrait de la première histoire parce qu'il faut dire que le recueil est construit il y a trois poèmes, trois longues histoires, trois poèmes narratifs. Et dans la première, on a une histoire des pêcheurs, d'une famille de pêcheurs. Le père meurt en mer et la mère doit faire face à la vie par la suite, soutenir ses deux enfants et surtout faire face à cette société qui a prévu ce qu'elle a prévu pour toutes les veuves. Il y a une certaine façon de les soutenir, une certaine façon de les guider, de les accompagner et aussi de choisir à leur place dorénavant. Et comment elle va se dresser contre tout ça. Οι γείτονες τρέξανε να βοηθήσουν. Φέρνανε μαζί τους ψωμί και φρέσκα φρούτα, ζάχαρη και βούτυρο. Και μαζί με τα δώρα προτείνανε και λύσεις. Λέγανε πως έπρεπε να φύγουν τα παιδιά, να πάνε στους θείους και στις θιές τους, για να έχουν την άνεση, να έχουν τις σπουδές. Άλλοι προτείνανε στη μάνα ένα σύζυγο νέο, έναν άντρα δυνατό και κάπως πλούσιο, που θα τους βοηθούσε να ξεφύγουν, να ξεχρεώσουν, να προκόψουν. Les gens de la ville venaient les soutenir. Ils apportaient du pain et des fruits frais, du sucre et du beurre, et avec chaque offrande, ils proposaient des solutions. Ils disaient que les enfants devaient partir chez leurs oncles et tantes pour avoir le confort, pour avoir les études. D'autres proposaient à la mère un nouveau mari, un homme fort, plutôt riche, qui saurait s'imposer, qui les aiderait à s'en sortir et aller de l'avant. La mère écoutait patiemment. À la fin, elle se levait, fière comme une reine. Elle remettait dans leurs mains les cadeaux apportés. On a encore de quoi manger. Bientôt, on retournera en mer. Au bout de quelques jours, fatiguée par les visites et ayant peur que sa fierté ne mette la ville en colère,
Elle a accroché sur la porte du jardin un petit panneau. Vous êtes les bienvenus. Venez les mains vides. Cette maison n'a besoin de rien. Par exemple, juste pour donner un tout petit exemple de ce qu'on disait de l'autotraduction, il y a un vers dans ce poème. Quand le poème dit « La mère écoutait patiemment, à la fin elle se levait fière comme une reine », en grec, ça a donné « Ευθυτενής και αρχοντική » και όχι περήφανη σαν βασίλισσα. Et ça, c'est un choix que si on est le traducteur d'un autre poète, on ne peut pas prendre. Parce que le poète, il a dit quand même « fière comme une reine » et ça existe en grec et en plus, c'est pas moche. Mais comme c'est soi-même, on se donne le droit de réécrire des passages et de donner les mots plus précis qui vont toucher différemment un public grec. Oui, on sent bien la créativité du bilinguisme que vous avez en vous autotraduisant et c'est vraiment magnifique ce qu'on voit entre les deux langues en passant d'une langue à l'autre. Et merci beaucoup. Et moi, je crois, puisque c'est un gros débat, celui dont vous parlez, celui de l'autotraduction, peut-être on attend aussi s'il y a des questions du public et qu'on puisse vraiment y revenir. On peut continuer nos questions, sur notre débat. Et moi, j'aimerais revenir sur votre titre, J'ai vu Sisyphe heureux, qui résonne comme une réponse à Albert Camus, qui voulait imaginer, croire que Sisyphe trouvait son bonheur dans l'accomplissement de sa tâche, dans l'absurdité de sa tâche. Vous, par contre, vous avez vu Sisyphe heureux. Donc, il y a un bonheur dans vos poèmes. De quel bonheur parlez-vous? Et s'il y a une influence de Camus, c'est laquelle? Il y a évidemment une influence d'Albert Camus, évidemment, c'est pas par hasard. C'est plus qu'une influence, en fait, je crois que c'est presque une tentative de dialogue avec lui. Et en général, j'essaye avec les textes qui m'ont marqué, j'essaye de créer, c'est pas des réponses, mais d'entrer en dialogue avec eux. Et Camus, c'est un des écrivains qui m'ont accompagné depuis ma jeunesse, qui m'ont vraiment formée. C'est un de mes papas spirituels. Et je lui dois beaucoup des choses, pas seulement par rapport à l'écriture, mais par rapport à comment mon caractère est formé, mon regard sur le monde. Et c'est vrai que Sisyphe fait partie des œuvres qui m'ont beaucoup marquée. Et cette phrase, qu'il faut imaginer Sisyphe heureux, pour moi, qui venait de l'endroit où je venais, de la société qu'on connaît, nous, tous les Grecs, une société, enfin en tout cas ma génération, je sentais qu'elle était à la limite d'une tradition qui s'est perdue à tout jamais et que les plus jeunes que moi n'ont jamais rencontré des personnages tels que moi je décris dans le livre et que moi je rencontrais quand j'étais gamine. J'ai trouvé qu'il y avait une part de beauté là-dedans, dans ces mots de vie, dans ces vies-là, que j'avais envie de sauver, que j'avais envie de remettre en circulation, de le faire voyager, de la partager avec des gens. Et je sens en fait surtout que dans toute l'écriture d'Albert Camus, j'ai l'impression qu'on sent derrière le soleil de son enfance, le soleil de l'Algérie, la chaleur de l'été. On sent qu'il a été enfant un jour et que ça a imprégné tous ces textes. Peu importe de quoi il parle, de la violence de ces textes, de la noirceur de ces textes, on sent que derrière tout ça, il y a un homme qui a vécu une enfance très, très vivante, très forte. Et je pense que c'était un peu mon cas aussi, c'est-à-dire que j'ai rencontré des gens un peu comme lui, d'une grande pauvreté, mais des caractères très très forts, qui continuent à être un peu ma boussole aujourd'hui, qui me guide dans les choix que je fais et qui m'accompagnent, qui m'ont jamais lâché la main. Et donc, j'étais très heureuse parce qu'il faut dire encore une fois que c'était Bruno Doucet qui m'a encouragée d'écrire ce recueil, que moi, j'étais partie sur un recueil complètement différent. Et c'est lui, parce que le premier poème du livre était un cadeau pour lui et sa compagne, Muriel Zac. Et le soir où je l'offre à une soirée des poésies, je monte sur scène et je récite ce poème, il y a un tel enthousiasme de la part du public que Bruno me retrouve quelques jours après en me disant « c'est ça que tu dois faire, c'est ces histoires-là que tu dois écrire, c'est avec ça que tu dois te présenter
au public français. Et je les remercie énormément parce que sinon, je ne serais jamais allée vers cette direction, en tout cas pas tout de suite. Et je sais même pas si j'aurais eu le courage un jour de le faire. Donc, C'était exactement le texte actuel? Voilà, ce que je viens de lire, c'est un extrait de l'histoire qui était écrit pour eux. D'accord. Donc ça commence par un cadeau. Hein, ça commence avec la complicité, la connivence, l'amitié et un cadeau. C'est formidable. Hein. Un cadeau offert à tous après. Alors. Ah, oui. C'est un cadeau qui va en s'élargissant. Voilà. Exactement. Comme Hugo pour la poésie, c'est un peu son rôle. C'est son destin de voyager comme ça. La poésie, c'est comme un petit ruisseau qui va en s'élargissant. Et puis à la fin, c'est un delta qui s'ouvre à un très grand nombre de personnes. Et ce qui est magnifique dans ce que tu as dit, Katerina, c'est cette histoire des deux langues qui se mêlent dans ta tête. Pour moi, je crois que c'est un territoire de confluence. Ce sont comme deux rivières qui se rencontrent, qui rentrent l'une en l'autre. Et assez vite, on ne sait plus quelle est la part de l'affluent et la part du confluent. Quelle est l'autre langue pour toi? Parfois, on ne le sait plus, tu ne le savais plus toi-même. Ouais. Et ça, c'est absolument merveilleux. Complètement. Et je crois que jusqu'au moment où ça nous arrive, on ne peut jamais l'imaginer. C'est-à-dire, moi, j'ai pris la décision de venir en France en 2004. Je n'ai jamais imaginé me sentir aussi française que grecque à un moment donné de ma vie. Me sentir pas partagée entre deux cultures, mais accompagnée par des cultures comme un enfant qui a retrouvé ses deux parents. Comme si finalement la France était toujours quelque part en moi. Mais comme n'importe quel autre pays, on a toute l'humanité en nous. Il faut juste se donner le temps de reconnaître les autres. Est-ce que c'est pas juste, pardon, est-ce que c'est pas justement quand on est à l'étranger qu'on ressent le plus sa culture personnelle? On réalise qu'on est vraiment grec une fois qu'on est en France, en fait. Bien sûr, mais bien sûr. Moi, je n'ai jamais autant pleuré avec des chansons grecques qu'en venant ici. Avec des chansons que j'écoutais le cœur léger quand j'étais en Grèce et ici, mais j'ai trouvé ça déchirant et tellement vrai. Ou avec nos poètes, à lire O Pukan Pao y Elada me pligoni. Et en vivant à l'étranger, on ressentait vraiment les mots différemment. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que les écrivains grecs qui vivent à l'étranger portent ça. Vasilis Alexakis, par exemple, fait partie des écrivains que j'aime beaucoup. Et je pense que lui, pareil, il s'est senti de plus en plus grec en écrivant en français. Bien sûr, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Katerina, en revenant à ton recueil poétique, tu as bien souligné qu'il y a 3 grands poèmes. Et Cette maison a besoin de rien qu'on écoutait, Comme une grande journée d'été, c'est ton deuxième poème, et Les centaures de notre enfance. Tous les 3 poèmes sont pleins d'une dignité, d'une liberté, d'une justice. Je crois que ces 3 mots domine dans ces 3 poèmes. Donc, c'est toujours Camus. Moi, je trouve Camus dans tous ces 3 poèmes, dans ces 3 longues histoires. D'où vient, au fait, la forme de ton recueil poétique? Car c'est une prose en vers. Mm-hmm. Oui. Moi, d'habitude, je ne pense pas à la forme avant, au départ. Je commence à écrire et la forme vient. Je cherche toujours un rythme, c'est vrai. Mais je ne savais pas comment ces histoires viendraient se raconter. Et il faut dire aussi que moi, je viens du monde du théâtre. Avant d'écrire de la poésie ou d'avoir l'occasion de publier des poèmes que j'ai écrits, j'ai écrit des pièces, j'ai traduit des pièces, j'ai traduit des tragédies. Et il y a toujours chez moi une envie de raconter des histoires avec un début, milieu, fin, de raconter, de traverser des vies, des personnages, des paysages et raconter une histoire à mon lecteur. Donc, ça venait de cette envie-là. Et il y avait quelque chose aussi, toujours grâce à la maison d'édition Bruno Doucet, qui organise très souvent des soirées de poésie, des rencontres scolaires. Enfin, on est très actifs dans cette maison, qui nous oblige à choisir une forme qui nous permet de partager ce qu'on a envie de partager avec les autres de la façon la plus directe. Je voulais que ça soit très direct, avec des mots simples, cristallins, que ça puisse toucher tous les âges et que ça puisse encourager des gens qui se disaient en désamour avec la poésie
les encourager à ouvrir cette porte et se dire, ah finalement, pourquoi pas. Et par rapport à ça, je suis très, très heureuse du résultat parce que j'ai vu comment Sisyphe est accueilli par des jeunes et j'étais impressionnée de leur réaction et que finalement, moi, je ne m'y attendais pas du tout parce que justement, comme vous dites, Katerina, c'est beaucoup des valeurs qui aujourd'hui touchent de moins en moins des gens. La justice, la dignité, à quel point un enfant de 14 ans aujourd'hui serait intéressé par un texte où le mot dignité revient 2-3 fois. Et finalement, si. Finalement, ils avaient l'air conquis par l'histoire. Ils suivaient l'évolution des personnages. Ils étaient émus et touchés par ces destins-là. Et quelque part, en eux, cette histoire des dignités, cette quête des dignités, pour eux-mêmes, ça existe. Ces textes sont venus chatouiller un peu des choses qui dormaient en eux, mais qui étaient déjà là. Donc, par rapport à la forme, en fait, ce que j'avais en tête, de plus en plus en avançant dans l'écriture, c'était, je me voyais un peu comme ces aèdes de l'Antiquité qui racontaient, qui récitaient des épopées dans les tavernes et des exploits de leurs ancêtres. Et moi, je voulais raconter des histoires de petits gens et des petites gens et leurs combats ordinaires, leurs combats quotidiens, que je trouve aussi admirables que la guerre de Troie, ou si ce n'est pas plus que ça. Oui, en tout cas, je pense que c'est une réussite. C'est très limpide, très fluide. Je crois que ça se lit très facilement et ça donne accès à beaucoup de choses. Et quelque chose de très universel aussi dans les histoires que vous racontez, je pense justement, qui touchent du fond du cœur parce qu'elles sont simples et elles touchent les gens normaux. On a reçu une question de, alors si je ne me trompe pas, Nikos Grekos. Alors, ce recueil a une structure plutôt classique. Paradoxalement, il a plu aux jeunes, d'où le prix obtenu. Est-ce finalement plus accessible et peut-être plus proche du grand public, ce style narratif plus proche de la poésie démotique? Est-ce que le sujet a imposé ce style? Et est-ce une traduction ou une double écriture? Moi, je crois qu'on a la réponse sur la dernière question. Oui, sur la deuxième question, on a complètement la réponse, oui. Mais finalement, la forme, bien sûr, c'est le sujet qui a guidé la forme. Bien sûr, c'est encore une fois, je crois que je viens de répondre en donnant cette image de Aed. Nikos, bonjour Nikos, très heureuse que tu sois avec nous d'ailleurs ce soir. Merci beaucoup de t'être connecté. Nikos Grekos, c'est un homme admirable qui a fait tellement de choses, qui fait toujours tellement de choses à Paris pour toute la culture grecque et on le remercie. Donc, bien sûr, le sujet a guidé la forme et je pense que si je choisissais un sujet plus intime, plus en lien avec d'autres problématiques, je ne prendrais pas cette forme-là, mais en tout cas, c'est une forme que je voudrais développer et que j'entendais plein de voix. Nikos a dit que ça ressemble un peu aux paroles de nos chansons de la musique démotique. Et ça me touche beaucoup. Je n'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai. Je pense que dans le rythme que je recherchais, c'était quelque chose d'aussi évident que les démoticas, où quand on les entend 2-3 fois, c'est ancré pour la vie. On ne sait pas pourquoi. C'est peut-être là qu'on reconnaît qu'on est grec. C'est des chansons, c'est un rythme que nos ancêtres ont chanté, nos parents ont chanté. Du coup, dès qu'on l'a, ça nous marque à vie. Il y a des mots qui reviennent, même si on les a écoutés 3 fois à Pâques quand on était gamin. Merci. J'espère avoir répondu, Nico. Sinon, tu insistes. Je ne sais pas si on peut continuer avec un extrait ou on continue avec une question sur les personnages qu'on trouve dans tes poèmes. Car ça aussi, c'est une grande question sur, au fait, ce que tes personnages incarnent dans ces 3 histoires. Car, en fait, à mon avis, c'est la condition humaine dans tout ce qu'elle représente. Et tes héros, au fait, ne s'abaissent pas. Ils sont là pour affronter les obstacles les plus difficiles, mais pour eux, il ne s'agit pas d'obstacles, c'est leur vie quotidienne, c'est la vraie vie. Ils font face avec tout ça, et sans se plaindre, sans en fait se baisser. Et moi, j'aimerais que tu lises soit un extrait pour nous donner un visage de tes personnages, soit Fotis, soit Maria, soit Manolis.
Et après, qu'on puisse vraiment échanger avec toi sur ces personnages. Bien sûr. Du coup, maintenant, comme tu poses cette question comme ça, Katerina, je vais lire un petit passage des fautes, ce qui est l'introduction, justement par rapport à cette dignité et le courage d'être soi-même et de s'assumer jusqu'au bout. Et après, je voudrais lire aussi un extrait tout à l'heure avec Bruno sur le deuxième poème, sur ces personnages, sur les deux personnages, sur cette histoire d'amour qui est au milieu du recueil. Donc, le dernier, donc je vais lire le premier poème de la dernière partie du livre, où, comme on a dit, comme il y a trois parties, en fait, au début, on a la famille, qui est la cellule la plus importante peut-être dans la société grecque. On le connaît très bien, à quel point la famille, c'est fort chez nous. Après, on a le couple, et à la fin, nous avons l'individu, l'homme libre et l'homme seul aussi. Donc, τον έλεγαν Φώτη. Ήταν ο θρύλος των παιδικών μας χρόνων. Ο άνθρωπος που αφουγκραζόταν την ψυχή της πόλης. Ένας μυθικός πλάνητας που κυκλοφορούσε ανάμεσά μας. Κανείς δεν θυμόταν να πει πότε ακριβώς ο Φώτης εγκατέλειψε τα πάντα για να γίνει ο ερημίτης του λόφου. Στα νιάτα του ήταν τσαγκάρες. Ήταν στα αλήθεια δυνατόν να ήταν ο Φώτης κάποτε παιδί, όπως εμείς. Il s'appelait Fotis, une légende de notre enfance, l'homme qui écoutait l'âme de la ville. Nous avons grandi avec cet être étrange qui errait parmi nous. Personne ne se souvenait du jour où Fotis avait tout laissé derrière lui pour devenir l'ermite de la colline. Lorsqu'il était jeune, il était cordonnier. Était-il possible que Fotis ait été jeune un jour, enfant, comme nous? Il faisait du bon travail et son affaire marchait bien, mais il donnait tout ce qu'il gagnait à qui avait plus besoin que lui. Il a dû fermer la boutique l'année juste avant les grands tremblements des terres. Nous n'étions pas encore nés. Il s'était marié avec une femme belle et douce. Ils s'aimaient comme des fous. Elle était morte subitement. Fotis a abandonné sa maison, ses papiers, sa carte d'identité, le peu des biens qu'il possédait. Il a quitté la ville, a disparu. Plusieurs mois plus tard, des pêcheurs racontaient l'avoir croisé en banlieue près de la mer, sortant d'une grotte taillée dans la colline. Petit à petit, il s'est transformé en vague qui traversait la ville le jour, mouillait tous les quartiers de ses bons jours et de son regard frais, et puis le soir, se retirait. Donc c'est comme ça que commence l'histoire des Fotis, un mendiant céleste, un homme qui errait dans la ville pendant des années, et que moi j'avais la chance vraiment de connaître. Tout ce qui se trouve dans ces livres n'est pas basé sur, c'est pas, tout n'est pas réel, tout n'est pas basé sur les faits réels, mais tout est inspiré des vrais personnages qui ont existé et d'un mélange des vies de ces personnages-là. Mais Fotis, c'est un homme qui a vraiment vécu dans notre ville, qui portait ce nom, Fotis, donc la lumière, un homme qui nous éclairait avec sa présence. Et je suis très heureuse de pouvoir lui rendre hommage dans ce livre et ce soir, ici avec vous. Merci. Merci. Et en parlant de Fotis, d'abord, c'est ton plus long poème, n'est-ce pas? Tout à fait. Et vraiment, comme tu viens de citer, c'est un vagabond d'humanité sans précédent. Mais en lisant Fotis, on se plonge dans la Grèce des années 80, 90, une autre époque où l'argent rentrait en Grèce de partout. Tu cites même des gens qui jouaient à la bourse, qu'on commence à perdre un sens de communication, en fait, l'essence de la vie que Fotis, quand même, a trouvé dans le choix qu'il a fait. Et donc, on sent bien que tu revisites donc l'enfance de la Grèce, de ta Grèce. Et c'est vrai qu'on porte tous, chacun, notre enfance, présente ou absente. Est-ce que ton enfance est fondatrice pour toi? Car tu t'appuies sur ton enfance par le filtre de l'adulte pour écrire vraiment cette merveille. Comment tu y arrives? Bien sûr. Je ne le savais pas jusque-là. Je pense que l'enfance est fondatrice pour tout le monde d'une certaine façon. Mais il faut aller chercher ces fondements, il faut aller les visiter, leur rendre visite.
Je ne le savais pas, je ne le pensais pas que c'était autant. Bien sûr, il y avait des choses qui nous marquent dans l'enfance. Et ça, c'est de façon plus évidente. Je vous ai perdu. On est là? On vous entend. Hein. Très bien, c'est bien. T'entends, Katharina. Très bien. Donc, il y a des choses qui nous ont marquées et ça, on le sait. Et il y a plein d'autres choses qui nous échappent. Il faut aller vraiment les chercher. Il faut aller vraiment essayer de s'en souvenir. En fait, ce qui se passe ici dans le troisième poème, je crois que, en fait, ce qui relie les trois histoires, en dehors de ces valeurs, comme tu disais tout à l'heure, Katharina, la justice, la dignité, et je ne veux même pas parler des valeurs, c'est des couleurs des vies. En dehors de ces couleurs, je trouve que ce qui réunit, ce qui relie les trois histoires, c'est le décor. C'est la même ville. Tout se déroule au même endroit. Il y a une unité de lieu, comme dans la tragédie. On a toujours le même décor derrière. Tous ces êtres se baladent dans les mêmes rues. Tous ces êtres regardent le même arbre, le même ciel, et vivent la même température. Donc, dans le dernier poème, on a plus la présence de la ville. Et c'est ça que je voulais qu'on voit plus. On a plus le cœur. Qu'est-ce qu'il dit, le cœur, à notre protagoniste et comment il interagit avec lui. Et c'est là où on voit aussi que, parce que jusque-là, on voyait quand même une sorte de beauté de ce monde, une sorte de solidarité qui peut être aussi invasive, mais qui reste solidarité. Ici, c'est la première fois où on va voir la peur, on va voir la haine, on va voir le mépris, on va voir la petitesse vraiment de ces gens-là. Et comment tout ce qui sort de leur principe, de leur modèle, va très vite être rejeté. Et Fotis, il l'a été pendant longtemps, jusqu'au moment où on l'a reconnu et embrassé à nouveau. Donc oui, par rapport à l'histoire de l'enfance, c'est de plus en plus clair pour moi qu'il y a des choses qui émergent de cette période-là et qui ont envie d'être mises en forme pour être racontées et qui me construisent à nouveau, qui m'expliquent pourquoi je suis comme ça, pourquoi je vois le monde comme ça et pourquoi je le rêve tel que je le rêve. Il y a une sorte d'idéalisme que ces personnages-là m'ont légué, en fait. Ces personnages-là qui parlaient jamais d'une amélioration ou du monde ou qui n'ont jamais rêvé de les changer, de les transformer. Au contraire, ce qu'ils m'ont appris, c'est une certaine acceptation, qu'en fait, accepter son destin et accepter le monde tel qu'il est, c'est peut-être la meilleure façon de le transformer. Ça ne veut pas dire être lâche et abandonné, ça veut dire réunir ses forces et son énergie pour rendre le monde plus beau sans perdre du temps à se plaindre. Sacré projet. Ouais, n'est-ce pas? Non, vous parliez d'unité de lieu, de ces trois histoires, mais vous ne nous avez pas encore dit quel était ce lieu. Bon, je peux vous le dire, je trouve que ce n'est pas très, très important. Je veux bien le dire, il s'agit des Volos, la ville des Volos. Et en fait, c'est comme l'Algérie de Camus, c'est très beau de savoir d'où ça part, mais je crois que c'est ce qu'il a vécu, lui, là-bas, qui est important. Et je ne sais pas si les gens des Volos se reconnaissent dans ces trois histoires. Je suis très heureuse quand j'apprends par des amis qui vivent là-bas qu'ils ont été touchés, émus et qu'ils ont reconnu des choses de notre ville, mais j'en suis sûre qu'il y en a plein qui ne s'y reconnaissent pas, et tant mieux, j'ai envie de dire, chacun a sa ville, comme en lisant Camus, chacun crée son propre Camus. On crée ce dont on a besoin pour vivre, pour se construire, et surtout avec cette distance que j'ai aujourd'hui, je ne sais pas si j'idéalise, mais je donne ce qui est resté de tout ça. Et dans ce recueil-là, ce que j'ai voulu donner, c'est les côtés lumineux de tout ça. Peut-être qu'il y aura un autre qui va donner un côté plus sombre ou plus pénible de tout ça. Parce que c'est vrai que ces personnages-là, très souvent, on me demande si je suis nostalgique de l'endroit, de ces villas, de ces personnages. Et la réponse, c'est en vérité non, je ne suis pas nostalgique. Je ne voudrais pas que les gens vivent comme eux, que la vie continue à soit aussi dure que leur vie. Mais je trouve qu'il y a des choses là-dedans qu'il faudrait garder vivantes.
qu'on pourrait s'inspirer de ces gens, de ces gens-là. Merci. Et des endroits comme Volos, où la vie Oui, est... voilà. Après, effectivement, pour nous, c'est important parce que c'est dans notre circonscription. Donc, Volos, c'est parlant. Mais effectivement, c'est ce qu'on disait au départ. C'est quelque chose d'universel et tout le monde peut se reconnaître peut-être dans n'importe quel village grec, voire n'importe quel village d'ailleurs, sur ces valeurs. Merci. Puisque le temps nous presse, moi, j'aimerais aussi passer à Bruno Doucet pour quand même essayer de le mettre dans le jeu et qu'il réponde quand même à quelques questions très importantes sur au fait, le recueil de Caterina et sur la maison d'édition. Et moi, j'aurais une question sur votre choix. Pourquoi vous avez décidé de publier Caterina Apostolopoulou? Est-ce que vous donnez d'importance aux voix jeunes d'aujourd'hui? Et vraiment, si tous vos recueils poétiques sont bilingues, pourquoi vous publiez en deux langues? Alors, ça fait plusieurs questions en une, mais je vais tenter de vous répondre. La maison d'édition a été créée en 2010, il y a donc 11 ans, par Muriel Zac et moi-même. Muriel Zac, c'est une grande amoureuse de la Grèce. Elle est l'autrice des feuilletons de la mythologie qui ont un immense succès en France et dans le monde francophone. Mais cette maison d'édition, nous l'avons créée en la vouant exclusivement à la poésie contemporaine. Et cette maison, elle repose au fond sur 4 piliers. Et vous allez voir que je vais les évoquer, ces 4 piliers, les 4 valeurs sur lesquelles repose notre aventure éditoriale. Et vous verrez que Caterina Apostolopoulou est liée à chacun de ces points. La première chose, c'est l'ouverture aux poésies du monde. Nous avons créé cette maison pour faire découvrir les richesses insoupçonnées des poésies du monde dans lequel nous vivons. Et naturellement, nous avons décidé de multiplier les éditions bilingues, parfois même les éditions trilingues. En 10 ans, c'est environ 50 livres publiés en édition bilingue ou trilingue, avec des langues aussi diverses que le persan, l'hébreu, l'arabe, l'espagnol, l'anglais, l'allemand et bien entendu le grec. Le grec, cela a commencé dès 2012 avec la publication de 2 livres de Yannis Ritsos, Symphonie du printemps, puis une réédition des 18 petites chansons. Et nous avons continué tout au long de ces années à publier des livres en édition bilingue français-grec. Sur la question du bilingue, je voudrais dire, alors Caterina a dit des choses magnifiques, je n'y reviens pas, mais que je considère le travail de traduction pardonnez-moi, comme une transhumance, comme une façon de passer sur l'autre versant d'une montagne, en abolissant les frontières. C'est comme si à travers ce passage, on passait d'un pays à l'autre. C'est une lente migration d'une langue vers l'autre, d'une culture vers une autre culture, avec ce désir d'abolir la frontière. Ça, c'est quelque chose qui pour nous est vraiment fondamental et on considère toujours la langue d'arriver comme une recréation du poème. Et dès le départ, nous avons privilégié des auteurs qui pensent le monde en 2 langues. C'est le cas de la grande voix de la poésie syrienne Maram Al-Masri, qui écrit aussi bien en arabe qu'en français, ou d'une jeune occitane, Aurélia Lassac, qui a d'ailleurs été traduite en grec ces dernières années, qui écrit en français et en occitan. Et puis c'est très naturellement le cas de Caterina. Donc ça, c'est le premier point, et c'est la première raison pour laquelle nous l'avons vraiment accueillie dans notre maison. Le deuxième point, je ne vais pas aller trop vite pour que la traduction soit facilitée, mais le deuxième point, c'est l'ouverture au plus grand nombre. Pendant longtemps, en France, on a fait croire aux gens que la poésie était quelque chose d'hyper intellectuel, élitiste, hermétique, et qu'il fallait avoir 3 agrégations de linguistique pour pouvoir accéder à la quintessence de la poésie. C'est un mensonge, il faut le dire très clairement, c'est une imposture qui donne lieu aussi à beaucoup de postures artistiques. Et nous avons décidé de démonter cette mystification en mettant en évidence des écritures ambitieuses qui s'adressent au plus grand nombre. C'est un enjeu aussi politique majeur.
la démocratisation de la culture, ce n'est pas simplement une massification, ce n'est pas simplement l'accès à une culture de masse, c'est vraiment le fait de pouvoir donner la parole à autrui. Et le poème donne la parole à autrui, puisque le poème a besoin du lecteur qui lui donne son sens, qui renouvelle sa signification. Donc, nous sommes toujours à la recherche d'auteurs qui sont capables de s'adresser au plus grand nombre. C'est ce que fait vraiment Caterina. Et elle l'a dit magnifiquement, je ne vais pas le faire mieux qu'elle. Ce qu'elle a écrit, c'est une Aède des temps modernes. Ce qu'elle a écrit, ce sont des épopées de l'ordinaire. On aurait pu appeler ça 3 histoires simples, à la manière de Flaubert. Ce sont 3 histoires très simples, accessibles à tous, que nous pensions plutôt destinées aux adultes. Et voilà le miracle d'un livre qui est célébré par la jeunesse française. Des jeunes gens, des quartiers qui ne connaissent même pas le grec, qui n'ont jamais peut-être entendu une seule phrase en grec de leur vie, mais qui vont considérer que ce livre mérite d'être la pépite 2020 dans la catégorie fiction adolescente. C'est tout à fait extraordinaire. Si cela a été possible, c'est parce que Caterina a cette capacité de s'adresser à tous. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment pour nous quelque chose de véritablement fondamental. J'ai évoqué 2 piliers de la maison, il y en a encore 2 autres, peut-être encore plus importants que les premiers. Le 3e pilier, c'est le fait de ne pas séparer l'intime et l'esprit de résistance. Le lyrisme, qui est cette expression de soi, et en même temps la capacité à dire non, à refuser, à s'impliquer, à s'engager. Et vous avez là un texte qui est un texte intime. Elle vous l'a dit, c'est la féerie ordinaire de son enfance qui est racontée dans ces rencontres. C'est chargé d'une grande émotion. Il y a un vécu derrière chaque mot, des observations derrière chaque page. Et en même temps, il y a une manière de dire le monde dans lequel nous vivons. C'est la Grèce de la crise économique qui est aussi évoquée dans ces pages, celle de la bulle financière, mais celle aussi de la crise de notre temps. Cela parle des hommes et des femmes de notre temps, des temps inquiets que nous traversons et de la manière dont nous pouvons, par la poésie, par l'humanité, par la solidarité, par la dignité humaine, répondre à cette inquiétude. Et puis, je crois que le 4e point, il est lié aussi très intimement à ce qu'est Caterina, c'est la place faite à l'oralité. Le poème, la poésie vient de l'oralité. C'est une parole orale, c'est une parole levée, celle des Aèdes d'autrefois, qui restait si vibrante, si vivante dans la poésie grecque d'aujourd'hui, mais celle des troubadours en France au Moyen-Âge, voyez, celle des chanteurs jusqu'à Brassens, Jean Ferrat, qui mettent en voix la poésie. Et cette oralité, elle implique que nous allions à la rencontre du public, dans des rencontres vivantes, incarnées, sensibles. Et c'est ce que nous faisons dans cette maison d'édition. Les poètes que nous publions ont cette capacité à porter leur texte par la voix. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et Caterina vous a dit, elle est comédienne, elle a une voix à la fois la tessiture, mais en même temps l'incarnation de cette voix est formidable. Et ce que nous avons cherché à faire dans le travail sur la langue française, qui a demandé beaucoup de petits ajustements, de petits réglages, hein, n'est-ce pas Caterina, c'est à retrouver dans l'écrit le timbre particulier, l'accent particulier et si chantant d'une grecque de Paris. Ça, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Il y a un charme fou dans cette expressivité, dans cette tessiture de la voix d'une grecque vivante en France. Et nous avons tenté d'en donner une transposition, je dirais presque graphique, par l'écriture, par le rythme. Et il est vrai que le texte en langue française respire à sa manière différemment du texte en langue grecque. Donc tout ça a été pris en compte et je viens de vous donner au fond les 4 raisons majeures, hein, pour lesquelles nous avons publié ce livre. Voilà.
Merci pour ce projet ambitieux. C'est très juste ce que vous disiez sur la diffusion, de s'adresser au plus grand nombre avec de la qualité en sortant de l'élitisme. Et je crois que aussi dans nos missions, dans les instituts à l'étranger, c'est aussi ça. C'est arriver à donner de la qualité en s'adressant au plus grand nombre. Et c'est un défi, mais voilà, en tout cas, tous ces projets sont très intéressants. Merci. Merci à vous pour ce retour. Ce que je voudrais ajouter pour compléter, Madame, ce que vous venez de dire, c'est que nous sommes là vraiment à la quintessence même de ce qu'est la poésie, c'est-à-dire une parole qui laisse suffisamment d'espace au lecteur pour que le sens du texte puisse être renouvelé, pour que on fasse sentir au lecteur que nous lui ouvrons, nous lui offrons un espace d'interprétation, qui peut être d'ailleurs une interprétation divergente de celle de l'auteur. Il n'y a pas de souci avec cela. Autrement dit, l'auteur ou le professeur, le critique littéraire n'est jamais détenteur de la signification d'un poème. Et nous sommes à la recherche de ces paroles généreuses, accueillantes, ouvertes justement à l'horizon d'autrui. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental et nous le trouvons, ce quelque chose-là, nous le trouvons beaucoup plus dans la littérature et dans la culture grecque, il faut bien le dire, que dans la culture française, dans laquelle nous avons grandi lorsque nous étions des étudiants à l'université, etc., et que la poésie pouvait nous effrayer parce qu'il y avait une espèce de diktat d'autorité intellectuelle du poète ou du critique littéraire à l'égard d'un public. Et donc, c'est quelque chose pour nous qui est fondamental aujourd'hui. Et je trouve que, voilà, J'ai vu Sisyphe heureux porte tout cela. Et je suis très heureux, très fier d'avoir publié ce livre. Et de surcroît, l'amitié s'est mêlée aussi à cela. Et c'est un livre qui ira très loin, qui va vivre un long chemin, tandis que Katerina Apostolopoulou continue sa route. Voilà, ça c'est quelque chose de formidable aussi que de pouvoir au fond lâcher le cerf-volant du poème pour qu'il puisse véritablement prendre son envol et aller à la rencontre d'autres territoires. Merci. Merci. Et par rapport au fait à la réception d'autres recueils poétiques bilingues que vous publiez, quelle est la réception en France? Est-ce qu'il y a un public vraiment qui est attiré par tout votre catalogue? Car vraiment, vous avez beaucoup d'ouvrages déjà publiés dans votre maison d'édition, car vous parlez de beaucoup d'auteurs d'ailleurs. Donc, quelle est la réception en France? Alors, il y a une vingtaine d'années, je dirigeais une autre maison d'édition très connue en France, les éditions Segers, dans laquelle nous avions publié au cours des années 2000 jusqu'en 2010 des livres en édition bilingue, quelques livres, et ça ne marchait pas très bien. Ou alors il fallait publier, je ne sais pas, le grand écrivain italien Ri de Luca, très connu en France, pour que le public commence à s'intéresser au bilingue. Mais non, ça ne marchait pas très bien. Et quand nous avons créé les éditions Bruno Doucet, c'était avec vraiment le désir de mettre l'accent sur cette double dimension linguistique. Et le miracle est arrivé, parce qu'aujourd'hui, le public demande ces livres en édition bilingue, même lorsqu'il s'agit de langues qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Imaginez que nous avons publié, par exemple, un livre en langue amérindienne Innu, l'Innu Aimun, qui est une langue parlée dans le grand nord de l'Amérique, à Terre-Neuve ou dans le grand nord du Québec. C'est une langue qui n'est parlée que par 10 000 personnes au monde, qui n'est même pas véritablement alphabétisée, que nous avons transcrit en alphabet latin en publiant un livre en édition bilingue, avec l'Innu Aimun à gauche et le français à droite. C'était une aventure insensée, et c'est un des livres qui a le mieux marché dans notre maison d'édition. Vous voyez? Donc, c'est la possibilité pour le public de rencontrer une voix qui va lui dire ma langue est différente de la tienne, mais écoute ce qui nous relie. Vois à quel point nous sommes semblables. Donc, au fond, ce qui nous intéresse, c'est l'enrichissement par nos différences mutuelles. C'est ça qui est vraiment fondamental. Je disais tout à l'heure, abolir des frontières,
permettre aux gens de se reconnaître dans un monde autre que celui que les problématiques géopolitiques ou économiques contemporaines dessinent et qui parfois ne nous conviennent pas. Voilà. Le premier livre très ambitieux dans ce domaine que nous avons publié dès 2011 s'intitulait Bagdad, Jérusalem, à la lisière de l'incendie. Il était publié en 3 langues, en français, en arabe et en hébreu, et écrit par 2 poètes, l'un arabe, né en Irak, l'autre juif, vivant en Israël, qui se sont donné la main pour écrire à 4 mains, véritablement, et dans ces 3 langues, un livre de dialogue. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est un sésame pour entrer dans une autre manière de penser le monde dans lequel nous vivons. Merci. C'est effectivement quelque chose de crucial et on apprend aussi des langues justement pour s'ouvrir à d'autres mondes. Ce n'est pas seulement une technique, c'est les horizons que ça nous ouvre c'est ça, à exactement. tous et l'intercompréhension. Merci. Oui, c'est vraiment de la poésie monde qui s'ouvre avec vos projets et vos recueils poétiques bilingues ou même avec d'autres langues. Et c'est un projet et plutôt un ouvrage très, très intéressant pour tous. Oui, merci beaucoup. Et je crois que le temps passe. Est-ce qu'il y aurait des questions du public? Non. S'il n'y a pas encore, est-ce qu'on pourrait faire une lecture? Oui, c'est ça. Oui, voilà. Oui, bien sûr. On va lire le début de la 2e histoire. L'histoire du couple, une histoire d'amour étonnante, puisqu'il s'agissait d'un amour qui n'a pas commencé comme on commence l'histoire d'amour aujourd'hui, avec les choix libres de chacun. Donc, je vais commencer en grec. Et Bruno, πρέπει να φανταστούμε τον Σύσυφο ευτυχισμένο, Αλμπέρ Καμί. Ο Μανώλης τότε ήταν 25 χρόνων, γεροδεμένος και ντροπαλός. Δούλευε στα χωράφια με τον πατέρα της Μαρίας και είχε χάσει τους 2 γονιούς του μες στον πόλεμο, όπως η Μαρία είχε χάσει τη μάνα της. Πριν από το γάμο ειδωθήκαν μόνο μια φορά στο σπίτι της. Ο Μανώλης χτύπησε την πόρτα, τον υποδέχτηκε ο πατέρας. Εκείνη πήγε να ψήσει τον καφέ. Αν η Μαρία δεχόταν την πρόταση, ο καφές θα ήταν γλυκός. Il faut imaginer Sisyphe heureux, Albert Camus. Manolis, à l'époque, était un jeune homme de 25 ans, fort et fort timide. Il travaillait avec le père de Maria dans les champs et avait perdu ses 2 parents pendant la guerre, comme Maria y avait perdu sa mère. Avant leur mariage, ils se sont vus une seule fois, chez elle. Il a frappé à la porte, le père l'a accueilli. Elle est partie préparer le café. Si le café était sucré, ça voulait dire qu'elle acceptait. Les 2 hommes parlaient du temps et des récoltes. Le café refroidissait. Manolis n'arrêtait pas de s'essuyer les mains. Tout d'un coup, apportait la tasse à ses lèvres, fermait les yeux. Il est très bon, votre café, Maria, dans un sourire. Et le père, en riant, oh, tant mieux, mon garçon, si ce café te plaît, t'en auras un pareil tous les matins, pendant longtemps. Maria a baissé les yeux. Quels beaux yeux. Manolis n'était pas très beau, mais il avait l'air gentil. Ces 2 personnages-là, ces 2 personnes-là vont vivre ensemble à partir de ce jour-là, pendant 50 ans. Et même la mort ne pourra pas les séparer, puisque lorsque Manolis va partir, Maria va prendre la décision de le suivre même dans la mort. Et le poème finit ainsi. Quand je retourne au pays, je passe toujours devant chez eux. Et à chaque fois, ça me surprend. Le trottoir nu souligne leur absence. 4 murs seuls qui tournent au gris, gonflés d'humidité comme s'ils retenaient des larmes. Et une petite cour déserte collée au mur de la maison voisine. Il fallait bien du talent pour en faire un paradis. Leur départ
signe la fin d'un monde. Vivre pauvre sans être rustre, avoir peu et tout offrir, garder les meilleurs pour l'ami ou l'étranger, reprendre tous les matins le même chemin, savoir que toute la vie sera ainsi et un sourire. Moi, j'ai vu Sisyphe heureux. Merci. Merci. Merci Caterina pour vraiment cette lecture très expressive, théâtrale même. Ça apaise quand on te lit, ça apaise quand on t'écoute réciter vraiment ta poésie. Merci. Merci, merci à vous. Je vais vous lire les dernières questions, enfin les questions que nous avons reçues. Alors des bravos, des félicitations à vous deux, Caterina et Bruno, de Maria Chavaki, aussi de Stavros Kamaroudis. Et puis une question. Alors d'abord un commentaire et après une question. Donc toujours de Nikos Grekos, élitaire pour tous, disait Vitesse. Et puis une question de Fanny, notre collaboratrice, qui est toujours discrète, mais qui est toujours présente et efficace. Alors beaucoup de ressemblances avec Prévert, qui voulait écrire et faire entrer la poésie dans chaque foyer. Il a fait vibrer le cœur des jeunes et des adultes. Voilà, un écho à Prévert. Complètement, mais complètement. C'est comme Albert Camus. Ça fait partie de la famille. Ouais. Prévert, si j'arrive à toucher un tout petit peu, enfin, si tout ce que j'ai emmagasiné de lui, de sa simplicité à lui, de sa façon d'être droit et exact et toucher directement à l'endroit qu'il voulait toucher, si je peux lui ressembler un tout petit peu, je suis la plus heureuse des poètes. Oui, ce sont des références qui nous vont parfaitement, hein, y compris celle d'Antoine Vitesse. Voilà, on est ravis de ce qu'on vient d'entendre et on salue tous les amis qui nous ont écoutés et suivis. Merci à vous. Merci à vous deux. Je crois rien que ces livres présentent ce que l'être humain devrait être. Et pour terminer, je crois le mieux serait, Caterina, que vous nous lisiez soit en grec et en français un dernier extrait, juste pour saluer le public et fermer. Du coup, Bruno, si ça te va. Oui, dis-moi la page. On peut lire le dernier poème de la première histoire. Très bien. C'est la page 31 pour toi. Ok. Tu commences. On le fait page par page. Oui. Ouais. Μέρα με τη μέρα επέστρεφαν στη θάλασσα. Με τα κουπιά στα χέρια, τα δίχτυα γύρω από το λαιμό και την ψυχή φορτουνιασμένη. Πώς να ξεχάσεις. Πώς να μην ξεχάσεις. Και ψάρευαν. Όλο ψάρευαν. Και η θάλασσα ήταν γενναιόδωρη. Όσο κρατούσε το ταξίδι, τα παιδιά ρωτάγανε. Πες τι παθαίνει ο άνθρωπος όταν τελειώνει η γης, όταν τελειώνει η θάλασσα, όταν αρχίζει ο ουρανός. Και η μητέρα τους είχε πάντα μια απάντηση. Και οι εβδομάδες περνούσαν. Και εκείνοι ψάρευαν, όλο ψάρευαν. Και η θάλασσα ήταν γενναιόδωρη. Jour après jour, ils retournaient à la mer, les rames dans les mains, les filets autour du cou et le vague à l'âme. Comment oublier? Comment ne pas oublier? Et ils pêchaient, et la mer était généreuse. Pendant le voyage, les enfants demandaient « Qu'est-ce qu'il arrive aux hommes après la mer, après la terre, pendant le ciel ?» Et leur mère avait toujours une réponse. Et les semaines passaient, et ils pêchaient, et la mer était généreuse. Και τα παιδιά ρωτάγανε, ποια είναι η δική μας θέση? Πώς πρέπει να στεκόμαστε μέσα στη θάλασσα, πάνω στη γη, κάτω από τον ουρανό? Και η μητέρα τους είχε πάντα μια απάντηση. Και οι μήνες περνούσαν. Και εκείνοι ξανοίγονταν όλο ένα και πιο μακριά, με τα κουπιά στα χέρια, τα δίχτυα στους ώμους και με το κύμα μες στο βλέμμα, και ψάρευαν, όλο ψάρευαν. Και η θάλασσα ήταν πάντα γενναιόδωρη. Και τα παιδιά ρωτάγανε,
Πες τι πρέπει να κάνουμε. Όταν μου γκρίζει η θάλασσα, όταν ξεραίνεται η γης, όταν σφραγίζουν οι ουρανοί. Και η μητέρα τους είχε πάντα μια απάντηση. Και πέρναγαν τα χρόνια. Και εκείνοι ψάρευαν. Et les enfants demandaient quelle est la place exacte où l'on doit se tenir dans la mer, sur la terre, sous le ciel. Et leur mère avait toujours une réponse. Et les mois passaient et eux partaient chaque jour plus loin, les rames dans les mains, les filets autour des bras et les vagues dans l'âme. Et ils pêchaient et la mer était toujours généreuse. Et les enfants demandaient que doit-on faire lorsque la mer rugit, lorsque la terre devient aride, lorsque les cieux se ferment? Et leur mère avait toujours une réponse. Et les années passaient et ils pêchaient. Πουλάγαν τα ψάρια τους στην αγορά και αγόραζε όλη η πόλη. Ξεπλήρωσαν τα χρέη τους. Η βάρκα τώρα ήταν δική τους και ήταν φρεσκοβαμένη. Το σπίτι τους ξεχρέωτο και ο κήπος ανθισμένος. Τα μαθήματα πληρωμένα και η μάνα καμάρωνε με ολοκαίνουργιο φόρεμα. Κανείς στην πόλη δεν τους κοίταζε όπως κοιτούν τις χήρες και τα ορφανά. Και μες στα μάτια των παιδιών έλαμπε πάντα η μόνη απάντηση που η μάνα είχε να τους δώσει. Πρέπει να ενωθούμε με τη θάλασσα για να σώσουμε την αξιοπρέπειά μας επί γης, προβάλλοντας αντίσταση στα σχέδια του ουρανού. Απέναντι σε όλους και σε όλα, μόνο σας όπλο και γιατρικό, η αξιοπρέπειά σας. Et ils pêchaient encore. Ils vendaient leurs poissons au marché. Toute la ville venait acheter. Ils ont remboursé leurs dettes. La barque, maintenant, était à eux et ils l'avaient repeinte. La maison était à eux et leur jardin était fleuri. L'école était payée. Et la mère portait une robe toute neuve. Personne dans la ville ne les regardait plus comme on regarde les veuves et les orphelins. Et dans les yeux du fils et de la fille brillait toujours la réponse maternelle. Il faut s'allier avec la mer pour sauver notre dignité sur terre, malgré les intentions du ciel. Envers et contre tout, comme seule arme et remède, la dignité. Merci pour cette belle leçon d'humanité. Est-ce que je peux ajouter une question? On a encore le temps? On a parlé de Camus par rapport à Sisyphe, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le mythe de Sisyphe, le lien? Le lien par rapport au mythe, c'est... Moi, ce que je retiens de ce mythe, c'est qu'il y a un moment, même dans la torture des Sisyphe, dans cette vie condamnée à cette répétition, il y a des moments de bonheur, au moment où il laisse retomber sa pierre et il est tout en sueur à cause de cet effort qu'il a fourni et le vent frais touche son dos. Sisyphe, là, il est plus fort que nous tous. Il est plus fort que tous les dieux qui les condamnent. Et il sait que toute sa vie sera pareille, il faudra recommencer. Mais il y a des moments où le simple fait d'être vivant, d'être en lien avec tout ce qui nous entoure et d'avoir accepté que le destin, c'est celui-ci, il éprouve, c'est le moment de sa vraie liberté. Et c'est peut-être la seule liberté humaine, puisque la question, est-ce qu'il y a le libre arbitre? C'est une vraie question. Et jusqu'où notre destin est déterminé déjà, jusqu'où on suit les pas en fait sans se rendre compte, comme les héros tragiques dans les tragédies antiques. Finalement, on a l'impression de s'éloigner de quelque chose qui nous était prédestiné et finalement, ce qu'on est en train de choisir, c'est exactement le destin qui était écrit pour nous. Donc, voilà, à l'intérieur de ces destins, il y a des moments de grâce et de vraie liberté. Et moi, je me figure ce moment-là, vraiment, je le sens physiquement, le moment où après avoir fourni un effort qui est peut-être vain dans ce monde absurde, on sent le vent frais sur notre peau en sueur. Ouais, c'est très juste, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais moi, je crois qu'on va quitter la soirée avec un sourire aux lèvres, comme quand on ferme ton livre, car c'est avec un sourire aux lèvres, même quand on ferme ce livre, Caterina. C'était vraiment une soirée que je crois qui laisse vraiment les traces de la dignité, de la liberté, de la justice, et vraiment d'un bonheur qu'on peut tous trouver quelque part dans notre enfance, dans notre quotidien. Il faut juste qu'on cherche
Merci à vous tous pour vraiment votre présence, pour toutes vos réponses et pour vraiment ce que vous faites pour la poésie et pour la littérature en général. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. À très Merci bientôt. à tous. Bonne soirée. Merci. Très bonne soirée. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.